Non, on va prendre la peine d'en parler. Dans le fond, c'est quoi la différence entre Joshua Roy, bon sang, pourquoi j'ai autant de... Dites-le vous autres. Joshua Roy. OK, c'est moi. Hein? Mais ça roule pas bien en bouche. C'est sûr que non. Puis je l'aime bien, là, mais c'est ça. C'est quoi la différence entre lui et Emil Heinemann? Hein? Deviez pas... Non, mais parce qu'ils sont un peu dans des situations semblables. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Est-ce que... Écoute, c'est deux types de joueurs quand même différents. Joshua Roy est davantage un joueur cérébral et puis créatif au plan offensif. Heinemann va être un joueur un peu plus nord-sud, un gars de pression de rondelle, un gars qui a un excellent lancer, cela étant dit, mais c'est moins un gars de construction de jeu comme Joshua Roy peut l'être. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'un peu circonstanciel. Il y a quelques semaines déjà, le Canadien avait rappelé Emil Heinemann avec l'idée... D'abord, ils en avaient besoin, mais sauf que ce qu'ils voulaient, fondamentalement, c'est lui donner du millage dans la Ligue américaine parce qu'il avait manqué beaucoup de temps à cause d'une blessure. Puis là, les blessures à Montréal ont forcé son rappel une fois puis une autre. Mais je pense que l'intention de départ est demeurée la même, c'est de dire va marquer des buts avec le Rocket, va dominer dans la Ligue américaine. Mais je pense que dans l'évaluation de l'équipe, il demeure un gars qui cogne à la porte. Alors, Joshua Roy, lui, n'a pas été blessé. Il a connu des hauts et des bas dans la Ligue américaine, mais somme toute, il était sur une bonne lancée. Et puis, encore là, les blessures ont fait en sorte qu'on avait besoin d'un attaquant additionnel. Moi, ça m'a surpris qu'il soit rappelé un petit peu, parce que je pensais que c'était un plan soit de fin de saison ou encore même à l'année prochaine. Mais c'est des fois, c'est dans la situation, surtout où est le Canadien, c'est un motivateur de pouvoir rappeler un gars, puis juste de pouvoir mesurer quelle est sa distance par rapport à un poste dans la Ligue nationale et aussi de lui donner un motif d'encouragement, de dire, regarde, t'es pas loin, puis on reconnaît la qualité de ton travail. Est-ce que ça va faire en sorte que Joshua Roy est nécessairement... Tu sais, à terme, je pense que Joshua Roy a un plus haut potentiel qu'Heinemann, puis il a une chance, par exemple, d'être un attaquant de deuxième trio, tandis qu'Heinemann, je pense qu'il est davantage vu comme un gars qui pourrait jouer sur un troisième trio. C'est pas tout à fait le même profil, mais... je pense qu'il y a des blessés qui vont revenir très bientôt. Tanner Pearson, vraisemblablement. Je ne sais pas pour ce qui est de... Je sais pas pour ce qui est de Josh Anderson, mais si Josh Anderson revient au jeu, on va vouloir lui donner une place sur le top 9, puis à ce moment-là, je pense que ça devrait signifier la fin de Joshua Roy avec le Canadien pour cette fois-ci. Mais écoute, bien des choses peuvent se passer d'ici ce temps-là. Oui, tout à fait. Je trouve ça intéressant, cette question-là, parce que tu connais sans doute l'adage, ou vous connaissez sans doute l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, je pense que c'est en marquant qu'on devient marqueur. Et je pense que c'est une faiblesse du système européen. Ils ont comme un chaînon manquant dans leur système de développement. Les très bons espoirs graduent dans des ligues avec des adultes. Ils jouent dans des rôles effacés, moins de temps de glace et tout ça. Ils font face à énormément d'adversité dans des ligues adultes. Et souvent, tu vas arriver dans la Ligue nationale ou dans les rangs professionnels nord-américains, des bons espoirs européens, puis tu regardes combien ils ont marqué de buts dans leurs 4 saisons précédentes. C'est des saisons de 8 buts, 11 buts, 7 buts. Et comment tu veux développer un instinct de marqueur, une confiance... un modus operandi, nommez-le, là, quand tu n'as pas marqué de but ou tu n'as pas eu ces occasions-là. Puis Kent Hughes nous le disait avant le début de la saison, Heinemann, on veut le laisser dans la Ligue américaine parce qu'on pense qu'il y a plus de potentiel offensif que ce qui monte, puis on veut lui donner l'occasion. On ne le voit pas dans la Ligue américaine. Alors que tu regardes un gars comme Joshua Roy, il a marqué 46 buts la saison dernière à Sherbrooke avec le Phoenix en 55 matchs. Il a joué au championnat mondial avec Connor Bedard. Il y a eu du succès offensif là. 51 buts la saison précédente, aussi en 21-22. Fait que ce gars-là a établi qu'il a des habiletés offensives. Il a été discret à ses 2 premiers matchs avec le Canadien. Le premier contre Edmonton, le deuxième, c'était qui? Avalanche. Contre Colorado, oui. Et dans le premier match contre les Oilers, là, il avait l'air vraiment impressionné par l'opposition autour de lui. Là, tu voyais qu'il ne jouait pas avec confiance, mais
au troisième match contre les Devils, tu as vu, là, il y avait eu 5 chances de marquer dans le match, complicité avec Monahan, et tout de suite, on a vu les habiletés offensives ressortir, alors que, tu sais, Heinemann, quand on l'a vu à date, on voit un tir une fois de temps en temps, mais tu vois pas ça dans son jeu. Et moi, je pense que les équipes devraient faire... C'est rare que tu vois un gars arriver d'Europe qui a marqué 6 buts, 4 buts, 8 buts à ses saisons précédentes, arriver puis exploser en Amérique du Nord par la suite. C'est très, très rare que tu vois ça. Et écoute, Heinemann, je pense pas qu'il va jamais avoir le potentiel offensif que Joshua Roy peut avoir ou la capacité de compléter des bons joueurs offensifs parce qu'il l'a fait durant des années cruciales de son développement. Ben, c'est emballant. Oui. Hein, c'est emballant. Ouais. C'est bien ce qu'il nous a montré. Il a été un peu effacé dans les 2 premiers, un peu effacé contre Ottawa aussi, mais en même temps, qui ne l'était pas dans ce match. Exact. Mais non, c'est un peu le narratif que je répète depuis que Roy se fait parler de lui. Tu faisais référence au Mondial Junior, mais un peu avant ça aussi. C'est comme cet espoir québécois plein de promesses à propos duquel personne s'excite ou capote. Puis c'est parfait comme ça. Ouais. Puis je veux que ça reste comme ça, donc on va changer de sujet. Ouais. Puis écoute, juste pour ajouter là-dessus, dans le hockey mineur, il y a souvent des parents qui ont un enfant qui est très bon dans une catégorie donnée, puis il est dominant. Puis là, l'association vient voir les parents et dit « Voyons, votre fils est tellement bon, on va le faire jouer avec les plus vieux dans la catégorie d'âge en haut. » Puis là, le petit gars, la petite fille arrive dans la catégorie supérieure, puis là, ils sont juste capables de suivre le jeu. Si ton enfant est capable de marquer 125 buts dans sa saison, dans sa catégorie, bien laisse-le marquer 125 buts. Il est avec son groupe d'âge, il s'amuse, il domine. C'est important d'être en situation de domination. Et on a ce défaut-là au hockey québécois maintenant, de toujours essayer de faire gravir les échelons trop vite et de ne pas permettre aux enfants de dominer. Puis regardez combien Guy Lafleur, Wayne Gretzky ont marqué de buts quand ils jouaient au hockey mineur. Tu sais, le but, c'est pas la même chose quand un enfant est à l'école. Tu sais, s'il y a du succès... mais moi, je voulais sauter ma 6e année. Je voulais... Mais il y a d'autres choses que tu acquiers aussi en restant en étant en position de leadership ou en étant en position de domination. Fait que moi, je suis pour ça. Si ton enfant est capable de marquer 200 buts, laisse-le marquer 200 buts. S'il est dans son groupe d'âge. Mais on va faire une parenthèse là-dessus parce que c'est un sujet super intéressant. Tu vois, moi, très jeune, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, moi, j'ai surtout joué au soccer. Et on avait un entraîneur, Pierre Girard, je le salue d'ailleurs, un monsieur brillant qui... donc, on avait une saison. Là, c'est avant l'opportunité, on était jeunes, c'est avant l'opportunité de pouvoir jouer intercité au niveau élite, où on s'est rendu, grâce à Pierre, avec lui et un petit groupe de l'équipe qu'on était. On avait notre saison mineure, puis il nous inscrivait dans des tournois et il nous faisait jouer dans la catégorie d'âge supérieure. Fait qu'on se faisait rincer par Lakeshore. Puis, mais t'apprends quelque chose de ça. Exactement. Aussi. Alors, moi, j'ai retenu de ça que c'est quand tu joues contre les meilleurs que tu t'améliores. Ce qui va un peu... Enfin, ça m'apparaît le contraire de ce que tu viens d'affirmer, mais c'est pas la même chose. Vous faisiez pas dominer match après match pendant toute une saison. C'est ça. Ouais. Alors ça, ce sont des coups de sonde. C'est comme les rappels ponctuels d'un jeune joueur. C'est un coup de sonde. Il vient voir, OK, il me manque ça dans mon arsenal pour être capable de jouer à ce niveau-là. Il retourne, puis il est conscient de ce qu'il vient. C'est ça. C'est une ouverture. Ça ouvre ses œillères, mais... Exactement. Il y en a des meilleurs que moi. C'est ça. Exactement. Puis écoute, c'est une méthode. Les enfants, les jeunes, ce sont des éponges en termes d'apprentissage, mais souvent, pour les faire progresser, il faut leur montrer pourquoi tu es en train de leur montrer ça, où ça va les mener. Tu sais, j'ai appliqué ça souvent comme entraîneur. À un moment, quand je dirigeais au baseball mineur, par exemple, on faisait pratiquer aux jeunes la tournée le double jeu, tu sais, puis ils ne comprenaient pas. Je les comprends. On n'était jamais capable de tourner des doubles jeux. Puis là, je te parle quand même des jeunes de 11 ans. Là, tu sais, c'est très difficile. Les buts sont rapprochés, tout ça. À un moment donné, on a fait la démonstration avec le chronomètre. Combien de temps ça prenait au coureur à partir du moment où il frappait la balle, déposait son bâton, touchait au premier but? En combien de temps il fallait qu'on le fasse, qu'on l'exécute? Puis on s'est mis à le faire avec le chronomètre. Et à partir, très peu de temps après avoir sorti le chronomètre puis démontré à quel point il fallait que le geste soit fluide puis que ça sorte rapidement,
les jeunes se sont mis à tourner des doubles jeux, ce qui était révolutionnaire à cet âge-là. Mais c'est ça, il faut que tu montes, il faut que, comme athlète, que tu sois capable de comprendre quelles sont les exigences de la prochaine étape pour être capable souvent de gravir les échelons rapidement.